Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette 4e édition de Jury Minute Acte 4. Au programme aujourd'hui, nous verrons 5 points que nous aborderons successivement dans l'ordre suivant. Premièrement, les éléments d'équipement et la garantie décennale. Deuxièmement, les effets de la nullité du contrat de réservation sur la vente en état futur d'achèvement. Troisièmement, la contribution aux charges du mariage. Quatrièmement, certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits de succession. Et enfin, la médiation de la consommation du notariat. En ce qui concerne tout d'abord le sujet de l'application de la garantie décennale aux éléments d'équipement. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt datant d'il y a un an maintenant, en date du 15 juin 2017, a eu à répondre à la question suivante. La garantie décennale de l'article 1792 du Code civil s'applique-t-elle au désordre qui affecte un élément d'équipement installé sur un ouvrage existant? En effet, on était dans l'espèce sur un cas de désordre qui affectait une pompe à chaleur, donc pas de chauffage, pas d'eau chaude, et cette pompe a été installée après la construction de l'ouvrage. La Cour de cassation a répondu oui. Oui, la garantie décennale s'étend au désordre qui affecte les éléments d'équipement, qu'ils soient dissociables ou non, et d'ailleurs qu'ils soient existants ou installés sur l'ouvrage existant à partir du moment où ces désordres rendent l'ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination. C'est ce critère qui est déterminant, celui de désordre rendant l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, déterminant pour décider de l'application de la garantie décennale ou non aux éléments au désordre qui touchent les éléments d'équipement. Par précaution, nous vous proposons de prévoir l'information suivante dans les actes de vente. Nous proposons dans le bloc précision sur les équipements, le cas échéant quand cela s'y prête dans votre dossier, un paragraphe garantie décennale dont le titre est le suivant, information de l'acquéreur sur les éléments d'équipement. Il est écrit, l'acquéreur est informé que les désordres affectant les éléments d'équipement, qu'ils soient indissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent le bien dans son ensemble impropre à sa destination. Arrêtons-nous maintenant sur un arrêt, cette fois-ci très récent, puisque vous voyez qu'il date du 12 avril dernier, toujours rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, et dont la solution est primordiale et intéresse grandement votre pratique. Il traite des conséquences de la nullité du contrat de réservation en matière de vente en état futur d'achèvement. La Cour de cassation a qualifié ce contrat de réservation de contrat distinct et autonome du contrat de vente. En conséquence, si ce contrat est annulé, en l'occurrence, il y avait eu un défaut du droit de rétractation en l'hypothèse d'une VFA non précédée de contrat préliminaire, et cet acquéreur doit, à ce titre, disposer d'un délai de réflexion de 10 jours. C'est l'alinéa 5 de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. À défaut de ce délai de réflexion, l'acquéreur pourra obtenir l'annulation de la vente. Cet arrêt vient contredire ce qui nous avait interpellés dans un arrêt précédent du 7 avril 2016. Retenons désormais et soyons prudents sur la conclusion suivante. La signature par l'acquéreur non professionnel, mais sa signature dans l'acte authentique de vente, sans qu'il ne fasse de réserve, ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'une irrégularité de la notification du droit de rétractation. Défaut ou irrégularité de la purge du droit de rétractation au moment de la signature du contrat de réservation vous
impose de purger, hein, puisqu'il n'a jamais eu la notification au final, de purger le délai de réflexion avant de pouvoir signer votre VFA. Dans vos matrices de VFA, nous avons jugé opportun au paragraphe relatant du contrat de réservation de préciser comment le droit de rétractation a été purgé. C'est plutôt à titre de mémo et pour se forcer à faire ce contrôle et même à le mentionner et être transparent sur cette vérification fondamentale. Je change de matière et j'aborde un sujet tout autant fondamental, celui de la contribution aux charges du mariage et notamment la clause de contribution aux charges du mariage que nous avons ces derniers mois pas mal relue, revue, réécrite au vu des retours et des colloques auxquels nous assistons. Et nous venons à nouveau d'apporter une précision supplémentaire. Nos réflexions, ce dernier ajout résulte notamment d'un bulletin du septembre 2017 pris par maître Stéphane David lors de l'Université régionale du notariat qui s'est tenue à Paris le 6 février dernier. Je vous rappelle le contexte, celui de l'article 214 du Code civil qui dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Il était d'usage dans les contrats de mariage contenant adoption du régime de la séparation de biens de prévoir une clause de présomption selon laquelle chaque époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que les époux ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, tout cela pour un peu éviter des comptes d'apothicaire. Sauf que la jurisprudence, et notamment des arrêts successifs en 2013, les juges ont retenu cette présomption et cette clause, en tout cas cette présomption est réfragable, de sorte qu'on s'est retrouvé avec des époux séparés de biens qui avaient financé seuls la résidence principale ou secondaire appartenant à un individu ou couple, et cet époux donc qui a financé seul n'a pas pu prétendre à aucune créance. Dès lors, afin d'éviter de rendre ces séparations de biens trop communautaires, en tout cas, il faut se poser la question de ce que les époux entendent comprendre dans la contribution aux charges du mariage. Et il y a déjà, je pense, une affinité qui appartient à chaque notaire, mais aussi en fonction aussi de la culture et la philosophie des époux. Est-ce qu'ils sont plutôt sur une conception séparatiste pure, comme ils le veulent en signant ce contrat de mariage, ou est-ce qu'ils signent un contrat de mariage avec malgré tout un état d'esprit communautaire? En tout cas, le sujet doit être abordé et peut-être il convient de contractualiser au maximum ce que veulent les époux sur ce sujet pour éviter les mauvaises surprises en cas de divorce. Aussi, on peut prévoir soit l'option de faire les comptes, et là, on vient un petit peu faire échec à la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est-à-dire qu'on met noir sur blanc que toutes les dépenses engagées pour l'acquisition ou l'amélioration de la résidence principale ou secondaire donneront lieu à des comptes entre époux, ou à l'inverse, prévoir qu'on ne fera pas de compte et on restera sur une présomption de contribution aux charges du mariage. Et deuxième possibilité de précision apportée, le fait que la contribution s'effectuera au moyen des revenus qui seraient qualifiés de communs sous le régime légal. Et c'est cette deuxième précision que nous venons juste d'ajouter, puisque vous avez déjà remarqué que l'option faire les comptes ou ne pas faire les comptes est déjà mentionnée dans nos trames depuis quelques mois. Alors voilà ce qu'il en est dans le modèle de contrat de mariage, donc contenant adoption du régime de la séparation de biens. Paragraphe contribution aux charges du mariage, deux options. Je fais les comptes pour tout ce qui va être dépenses relatives au logement de la famille et toute résidence secondaire, ou je ne fais pas de compte. Si j'opte pour les comptes, et
je me permets de préciser que c'est la position majoritairement retenue par les notaires et par la doctrine qui, qui, qui apporte ce conseil. Il est écrit au paragraphe: conformément aux dispositions de l'article 214 du Code civil, les conjoints contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Ça, c'est la loi. Par principe, chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive. Toutefois, et par exception, les parties déclarent que les dépenses relatives à l'acquisition et à l'amélioration du logement de la famille et le cas échéant de toute résidence secondaire, quel qu'en soit le propriétaire, ne seront pas considérées comme charges du mariage et donneront lieu à des comptes entre elles, que ces dépenses aient été ou non financées au moyen d'un prêt. Il y a la possibilité également nouvelle de préciser que les conjoints conviennent que la contribution aux charges du mariage s'effectuera au moyen de leurs revenus, à l'exclusion de ceux qui seraient qualifiés de propres sous le régime légal. L'autre option, qui finalement consiste à contractualiser la position jurisprudentielle actuelle, est potentiellement dangereuse. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis attention à valider avec le notaire, en tout cas potentiellement dangereuse, si elle n'a pas sciemment été abordée, si la question n'a pas sciemment été abordée avec les époux. Si c'est la volonté des époux, la volonté contractuelle, bien sûr, l'emporte, sous réserve du conseil que vous pourrez leur apporter. À ce paragraphe, il est écrit la précision suivante. Les parties, là, au contraire, précisent que les dépenses relatives à l'acquisition et à l'amélioration du logement et le cas échéant d'une résidence secondaire, quel que soit le propriétaire, ne donneront lieu à aucun compte entre les époux, que ces dépenses aient été ou non financées au moyen d'un prêt. Voilà, je trouvais important de s'arrêter sur ce paragraphe de la contribution des conjoints aux charges du mariage, puisque la jurisprudence a pu surprendre plusieurs époux et les notaires rédacteurs en même temps. Et il convient en tout cas de s'interroger avec les clients sur ce sujet et de bien, de pas partir justement sur un clause usuel, mais plutôt partir sur une réflexion au cas par cas. Passons maintenant aux droits de succession et au certificat d'acquittement ou non-exigibilité de droits de succession. Cette actualité fait suite à une mise à jour toute récente du BOFIP, le 20 avril dernier. Cette mise à jour fait suite à la modification de l'article 806 troisièmement du Code général des impôts, modification issue elle-même de la loi de finances rectificative pour 2017. On a ici un assouplissement d'un formalisme, pour notamment tous les contrats d'assurance vie dénoués au profit d'un conjoint survivant ou d'un partenaire de pacte civil de solidarité. Désormais, le conjoint ou le partenaire de Pacs n'a plus à produire de certificat de non-exigibilité de droit de succession pour obtenir le versement des capitaux décès. Petite exception cependant si l'ayant droit réside à l'étranger. Et ceci est applicable pour tous les versements de capitaux décès depuis le 1er janvier 2018. Voilà, l'article 806 du Code général des impôts, dans son avant-dernier alinéa, qui précise bien que tout ce qui est dû au conjoint survivant ou partenaire survivant dans le cadre d'un pacte de civil de solidarité, l'obligation de fournir le certificat n'est pas applicable. À titre juste de mémo, ici nous ne sommes pas dans l'ordre d'une modification rédactionnelle, mais plutôt d'une petite note à destination du rédacteur. Dans le courrier dans lequel on envoie la déclaration préalable sur les contrats d'assurance vie au service des impôts, alors il n'y a pas lieu de demander un certificat d'usage, enfin un certificat de non-acquittement des droits en retour à l'administration fiscale. Ça permettra d'alléger le temps de réponse, ou en tout cas, vous n'attendrez pas ce document pour enclencher la suite. Et également, dans la trame de déclaration de succession, au niveau du
paragraphe qui fait le rappel de la déclaration préalable d'assurance vie déjà signée et déposée. Pareil, hein, il n'y a pas lieu ici de mentionner quelconque certificat de non-exigibilité de droit de succession si le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire de PACS. Dernier sujet, celui de la médiation de la consommation du notariat. Ce sujet à l'ordre du jour ici fait suite à une récente circulaire du Conseil supérieur du notariat du 14 mars dernier, elle-même faisant suite à une directive européenne de 2013, depuis transposée bien sûr en droit français. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. Et bien entendu, cette directive s'impose tout autant au notaire en sa qualité de professionnel. Les clients qui auraient donc un litige avec leur notaire peuvent saisir maintenant le médiateur de la consommation du notariat. C'est une nouvelle voie de résolution des litiges qui s'offre aux clients afin donc de trouver une résolution amiable. Le notaire, attention, a l'obligation d'informer ses clients de cette nouvelle voie de règlement des litiges, notamment par l'affichage d'une mention en salle d'attente ou sur le site internet. Et nous nous sommes posé la question d'une information dans une clause d'un acte, enfin de l'acte, pardon. Et non, hein, Maître Lefebvre, le médiateur de la consommation du notaire, nous demande de ne pas prévoir de clause. L'information n'est pas à formaliser dans l'acte authentique. Vous trouverez plus d'informations sur le site médiateur-notariat.notaire.fr et ce site est en fonction depuis tout récemment puisqu'il a été ouvert au public le 16 avril dernier. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous propose de nous retrouver le jeudi 7 juin pour la 5e édition de Jury Minute. Très bon après-midi, très bonne fin de journée. Au revoir.